Comme la plupart des auteurs de sa génération, Moyenne, privé d'école par la révolution culturelle, ne connaît Zola, Flaubert, Maupassant ou Daudet qu'en traduction. C'est en les lisant, plus encore qu'en lisant Faulkner ou Garcia Marquez, qu'il affirme avoir forgé son propre style. À Flaubert, dont il dit lire et relire Madame Bovary, il doit sans doute la structure contrapuntique de ses œuvres, la complainte de l'aveugle qui ouvre chacun des chapitres de la mélopée de l'ail paradisiaque, l'opéra du Shandong, qui scande le supplice du Santal, rappelle le leitmotiv qui accompagne les adultères et l'agonie d'Emma. À Maupassant, il doit peut-être son goût des histoires courtes. À Daudet, c'est Nabab Rouge et le petit chose sans nom du radis de cristal, mais c'est à Zola qu'il a le plus emprunté. Les souvenirs de lecture de l'Assommoir affleurent dès le radis du cristal. Noirot, comme Gervaise, est fasciné par les forgerons dont l'image dansante se détache sur la clarté incandescente de la forge. En silhouette pourpre, on voyait le maître forgeron, avec sa grande pince, retirer des flammes un poinçon d'acier blanchi. Des étincelles éblouissantes jaillirent de la pointe. Le vieux maître posa le poinçon sur l'enclume et en martela les bords. Un son clinquant lui parvint en retour. La pince dans la main gauche, il culbutait le poinçon à volonté. À droite, le petit marteau frappait d'un rythme soutenu l'outil en acier. Là où le petit marteau frappait, le forgeron borgne laissait tomber sa masse de 18 livres. La cadence que donnait le vieux était celle à laquelle une poule picore, mais le jeune manœuvrait toujours dans le temps. Au milieu de tous ces bruits à vous donner des frissons, le poinçon laissait échapper des étoiles. La figure prométhéenne de la forgeronne dans Baussin-Belfès, celle de l'apprenti forgeron dans la dure loi du karma, sont déjà en germe dans cette description matricielle des maîtres du feu. On retrouve l'influence de l'Assommoir, la boutique de l'alcool en chinois, dans le pays de l'alcool. Bien que situé dans un bassin minier, le pays de l'alcool n'a que peu de rapport avec Germinal. Les élévateurs tournant avec légèreté évoquent plutôt le glissement continu, régulier, des courroies de la forge mécanique, et leurs immenses structures métalliques, celles du pont de l'Or. Et c'est bien l'accident de Coupeau, s'aventurant en plein ciel, là où les moineaux eux-mêmes ne se risquaient pas, qui inspire celui du chasseur de nids d'hirondelles. Comme Coupeau, qui tombe du toit à l'appel de Nana, criant « Papa, papa !» le jeune homme s'écrase au sol, aimanté par le cri maléfique de sa nièce. En s'aidant de perches de bambou, il s'était élevé, comme s'il volait, à une dizaine de mètres de hauteur. « Vas-y, tonton !» ne put s'empêcher de crier l'enfant. Le nid blanc se détacha du rocher et tourbillonna longuement. Mais en même temps que le nid, tomba aussi le jeune oncle prodige, écrit Moyenne. Son corps décrivit une courbe molle, tourna 2 fois sur lui-même, vint s'écraser au milieu de la roue, écrivait Zola. Après les figures du travail, c'est l'imaginaire de la faim et de la mangeaille que Moyenne partage avec Zola. Né en 1955, à la veille du grand bond en avant, il reste à jamais hanté par le spectre de la famine. Ses peintures de marché, qui rappellent les descriptions lexicographiques du ventre de Paris, bousculent déjà les codes du réalisme socialiste, car les affameurs du peuple ne sont pas les propriétaires fonciers. Dans Le Veau, le marché aux poissons de l'ancienne société, où l'on achetait de la carpe noire, du maquereau, de la sienne, du requin pèlerin, de la seiche, des sabres, des grosses crevettes piquées sur des cure-dents, et les 30 étals où l'on tuait le cochon, mais aussi des bœufs, des ânes, des chiens, où s'entassaient des montagnes de viande, suscitent l'incrédulité du petit crève-la-faim de la nouvelle société. Tel le petit quenu, écoutant la graisse chanter dans la lèche-frite, entendant les broches causer entre elles, lui adresser des mots aimables, le héros de 41 coups de canon, affamé par une marâtre qui symbolise le parti, verra les viandes danser dans la marmite, chanter dans la marmite, lui adresser des signes depuis la marmite. Il entendra les mots qu'elles lui disent et leur parlera comme Quenu parlait aux volailles. Mais l'abondance avec laquelle les nouveaux riches mis à l'engrais achètent la conscience du peuple est aussi trompeuse que celle du ventre. Tandis que les nourritures frelatées s'entassent dans une immense foire de la viande, les laissés pour compte préparent les obus qui feront exploser la boucherie totalitaire, comme Florent rêvait de détruire la dictature impériale. Curieusement, les critiques, oubliant sans doute la symphonie des fromages, n'ont pas reconnu l'influence de Zola,
dans le réalisme hallucinatoire de Moyenne. Il est vrai que ces romans semblent aux antipodes du roman expérimental. Alors que Zola prétendait procéder comme les chimistes et les mathématiciens, Moyenne flirte allègrement avec le surnaturel. La dure loi du karma, par exemple, commence par un voyage aux enfers. Chimène, propriétaire terrien exécuté pendant la réforme agraire, est condamné à se réincarner successivement en âne, en taureau, en cochon, en chien et en singe, avant de retrouver forme humaine. C'est donc à travers les variations de son tempérament, mi-humain, mi-animal, que le lecteur découvrira ce petit coin de la création qu'est le village de Gaomi au temps du communisme. La trilogie de la race, du moment et du milieu serait d'ailleurs tout à fait pertinente pour analyser les œuvres de Moyenne. Ces personnages sont toujours plongés au cœur d'un milieu de lieux et d'un milieu de société, intégrés au cercle concentrique de la maisonnée, du village, de la province, du pays, toujours pris dans une temporalité complexe, articulant le temps trépidant de l'événement, la guerre sino-japonaise, la réforme agraire, le grand bond en avant, la révolution culturelle, la mort de Mao, le récitatif de la conjoncture, du féodalisme au collectivisme et du collectivisme au capitalisme sauvage, et le temps quasiment immobile des mentalités résistant aux révolutions politiques. Bien que les souvenirs de Chimène s'estompent au fil de ses réincarnations comme les signes effacés sur un registre généalogique, l'histoire de la famille se déploie tel un grand arbre luxuriant dont on parcourrait non seulement les branches principales, mais aussi les petits rameaux et même chaque feuille, écrit Moyenne. Comme la fortune, la dure loi commence par une spoliation, celle des prolétaires faisant main basse sur les biens de Chimène, malgré la générosité dont il a toujours fait preuve avec les pauvres. Car les révolutionnaires de Gaomi sont de fiefs crapules. En digne émule de Macquart, Yangtze a obtenu le statut de paysan vivant dans l'indigence et de pionnier de la Révolution alors qu'il avait tous les vices, toujours à ripailler, boire, courir la gueuse, jouer et fumer. La famille posthume de Chimène, comme celle des Roux-Macquart, se divise en deux branches. Celle de sa première concubine, la douce Accueil du printemps, remariée au réfractaire Lanlienne, visage bleu, et celle de sa deuxième concubine, la cupide Parfum d'automne, échue au chef de la milice populaire Prunelle jaune. Visage bleu, c'est un peu le pailleur de la dure loi du karma. Reflet inversé du champ de ronces qui balafrait la terre des fromendes en fécondité, son lopin fertile fait une tache noire sur le drapeau rouge de la commune jusqu'à l'ouverture. Les anciens révolutionnaires se reconvertiront alors dans les affaires, tandis qu'il continuera à veiller sur la terre en pionnier de l'écologie. À la deuxième génération, les deux familles s'unissent par mariage. L'une des filles de Parfum d'automne épouse Dragon d'or, le fils de Chimène, l'autre son demi-frère Lan Jiefang, libération. À la troisième génération, Lan Kaifang, ouverture, aura un fils hors mariage de sa cousine Phénix, comme le docteur Pascal avait un fils de sa nièce Clotilde. Le roman se clôt en l'an 2000 sur la naissance de ce bébé du siècle prénommé Millénaire, comme les Rougon-Macquart se refermaient sur la naissance de l'enfant de l'avenir, promis par son grand front à la réussite. Mais Millénaire, dit Grosse-Tête, est hémophile, comme le petit Charles. Ses grands-parents, issus des deux branches rivales, symboliquement unis pour arrêter le sang, veilleront sur ce rameau fragile, qui est aussi la dernière réincarnation de Chimène, enfin délivrée de la condition animale.